Monsieur Dipita, la politique c'est un art. Alors, parmi ces candidatures, il y a évidemment celle du professeur Maurice Kamto, Oui. dont le dépôt de la déclaration est imminente. Oui. On a pu voir que, d'abord avant ça, il y a eu tout un débat sur les voies et moyens Oui. de cette candidature, les procédures, le schéma à suivre. Et hier, on découvre que finalement, ce sera le Manidem qui portera la candidature du président du MRC. Oui, ceux qui avaient un certain le savaient peut-être pas de manière stricte, mais savaient que c'était une possibilité. Moi-même, sur ma page, j'avais parlé de ça de manière un peu humoristique. Vous saviez que ce sera le Manidem? Oui, je savais que ça pouvait être le Manidem, parce que je sais lire l'actualité politique camerounaise. D'accord. Oui, je sais lire à partir du moment où l'initiative lancée par M. Abel Elimbi Lobé s'est mise en place, qu'il y a entraîné M. Sambaka et M. Anissé Kane, et puis voir comment cette initiative a évolué sur la question de savoir si on pouvait y inclure une figure comme Maurice Kamto. Moi j'ai compris de quoi il s'agissait. Je l'ai compris. Maintenant, le choix, bon, il est libre de faire les choix qu'il veut, même si ça pose aussi des problèmes de consistance et de crédibilité. C'est la même opposition qui a dénoncé ce qu'elle considère à tort ou à raison comme un jeu politique essentiellement marqué par l'opportunisme, le clientélisme dont elle accuse le pouvoir. Mais là, c'est un attelage, c'est le mariage parfait de la carpe et du lapin. Le Manidem, c'est une formation politique d'orientation souverainiste et néo-marxiste, anti-impérialiste. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un parti qui s'affiche comme un parti de centre-gauche, mais dont le comportement réel est un parti d'extrême droite, si ce n'est des relations purement transactionnelles? Qu'est-ce que vous y voyez? C'est ce que j'y vois. Pourtant, Anissé Kane, il y a quelques mois, moi j'ai entendu Anissé Kane parler du professeur Maurice Kamto. C'était pas en des termes très amicaux. Non, mais en même temps, quand on connaît le rôle que le Manidem a joué au début des années 90, notamment lors de l'élection de 92, qui était au cœur de la dynamique oui, mais les choses étaient différentes. Est-ce que ce n'est pas une lecture facile que de dire que c'est une action mercantile? C'est pas une lecture facile. L'un des problèmes que nous avons dans notre système, c'est ce problème d'ancrage idéologique et programmatique et d'orientation de proposition. Tant que la politique se fait au gré d'équations clientélistes, affairistes, pouvoiristes, ça va être très difficile pour ceux qui veulent l'alternance. Pour vous, il n'y a aucune autre raison, même pas... Non, je crois que c'est essentiellement la transaction. Il n'y a aucune cohérence possible entre un parti anti-impérialiste, néo-marxiste, dont la ligne est assez sympathique avec les orientations, par exemple, d'un régime comme les régimes de l'AES, et puis une formation politique qui, en réalité, est une formation qui se dit de centre-gauche, mais en fait qui est sur le plan économique, par exemple, très néolibéral, et puis sur le plan concret, est une formation réactionnaire. Justement, la décharge de Anissé Kane, il le disait ce matin, chez nos confrères de Radio Balafon, et puis on a discuté longtemps avec lui également, il disait qu'au regard de l'état du pays, au regard de la forte probabilité, à cause de la mobilisation des instruments électoraux, d'une victoire du président, eux, ils ont choisi de taire leur orientation idéologique, ils ont choisi de taire leurs ambitions de conquérir le pouvoir. Autrement dit, de construire une alliance clientéliste de construire une alliance pour faire d'abord partir le régime en place. D'abord partir et après. Mais c'est donc ce type d'aventure qui montre encore les problèmes de maturation que nous avons. Le problème n'est pas, si on se situe dans cette perspective, de faire d'abord partir le président Paul Biya, c'est d'avoir un cadrage convergent et cohérent. Sinon, c'est une alliance essentiellement clientéliste et pouvoiriste. C'est-à-dire que, si vous permettez que je le dise de manière prosaïque, on veut être à la place des autres pour avoir les privilèges et les avantages du pouvoir, tout simplement. Alors, cela dit, au départ, le MRC disait, nous sommes en capacité
selon la loi, légalement, légitimement, de porter une candidature à cette élection malgré le boycott des élections locales de 2020. Vous faites partie de ceux qui longtemps ont dit non, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a eu tout un débat médiatique aussi sur ces questions-là, caricaturellement appelé le mandat impératif. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que la voie qui est prise désormais n'aura aucun obstacle, aucune obstruction pour que cette candidature soit admise par l'organe qui organise les élections? Bon, si je me redis. S'il faut revenir sur ce débat, c'est justement le type de débat qui montre qu'on a affaire à des acteurs politiques qui ne sont pas sérieux du tout. Cette histoire de mandat impératif nul, mise en relation avec les conditions d'éligibilité des déclarations de candidature qui sont prévues dans le code électoral, c'est de la pure imposture. Hein, c'est de la pure imposture. Malheureusement, ceux qui soutenaient cela ont fait croire à de nombreux Camerounais qu'ils étaient dans le vrai, et surtout ils ont ridiculisé ceux qui disaient que ça n'était pas possible. On nous a traités de juristes de quartier, mais de toute façon je le maintiens, le droit du quartier est supérieur au femmelage juridique parce que c'était de la pure sorcellerie qu'ils faisaient. Justement, quand on est consistant, le professeur Kamto aurait donc dû maintenir sa position, de dire, moi je dis, sur la base du principe de nullité du mandat impératif, que je peux me présenter en tant que candidat investi par le MRC. S'il le pensait donc sincèrement, il serait allé jusqu'au bout. Mais on savait bien que c'était aussi une forme d'imposture et de fumisterie, si vous permettez l'expression, et qu'à un moment donné, il s'est rangé à ce que j'ai appelé depuis le départ la solution du parti Yango. Alors cette phase quand même cette question a quand même occupé, j'ai failli dire aussi, une forme de débat à distance, même si les uns et les autres disaient qu'ils ne veulent pas se croiser sur un plateau, à distance, entre le professeur justement, Tim Chouin et vous notamment. Nos interlocuteurs ne sont ni moralement, ni intellectuellement honnêtes, ni sérieux. Ce sont eux qui parlent de démocratie, qui parlent de liberté, qui parlent d'échange. La démocratie, la liberté se construisent aussi par la discussion critique et l'échange public d'arguments contraires. Et si on soutient une position, il faut avoir le courage de la défendre face à des gens qui soutiennent des positions différentes. C'est ça la démocratie pluraliste, la démocratie bourgeoise, comme l'appelaient les marxistes. Alors vous portez le triomphe, vous dites que l'actualité vous donne raison. Non seulement l'actualité me donne raison, mais j'avais raison depuis le départ. Monsieur Dipita Tongo, si le pape, le très Saint-Père Léon XIV, qui est au Vatican, vient devant le dernier fidèle et lui dit, cher fidèle, Satan est bon. Mais vous pensez que parce que c'est le très Saint-Père, le fidèle doit accepter ça? Ce n'est pas acceptable. Donc, ça montre un manque de sérieux, surtout quand on dit faire la politique autrement. Alors, je prends le document en direct pour m'en inspirer, poser la question qui suit. Il s'agit d'un courrier du ministre de l'administration territoriale adressé au secrétaire général du comité central du RDPC qui, en résumé, prend acte du dépôt de candidature pour l'exercice, prend acte de la candidature de son Excellence M. Paul Biya comme candidat du Rassemblement démocratique du 12 octobre à l'élection présidentielle. D'abord, c'est une procédure légale. Le ministre de l'AT devrait-il prendre acte? Est-il un acteur direct? De toute façon, l'administration territoriale reste un acteur du processus électoral, mais ce n'est évidemment pas l'acteur le plus central. C'est un acteur important parce qu'il y a évidemment toute une dynamique d'ordre public à préserver lors du processus électoral, dont nécessairement le ministère de l'administration territoriale est concerné par tout ce qui se fait. Et à ce titre,
le candidat du RDPC est un candidat comme un autre candidat. Bon, j'avoue que c'est la première fois que je vois ce document. Oui. Je ne sais pas s'il il faut est lors savoir des élections. s'il est authentique. Non, non, la source. C'est sûr. Oui, la source. Voilà. Pour la source. Mais le fond, c'est que le ministre de l'administration territoriale doit se préoccuper de tous les acteurs qui entrent dans le processus électoral. Puisque lui, il a la charge d'assurer l'ordre public tout au long de ce processus. Mais aussi loin que remonte mes souvenirs, j'ai pas le sentiment que ça aurait été le cas. Et d'ailleurs, pour les précédents, il y a eu Bertin Kissop qui a été le premier à déposer sa candidature dès samedi dernier, mais je n'ai pas souvenir qu'il ait reçu un document comme celui-là. À ce jour, il a dit... Non, il a estimé peut-être qu'il a eu l'idée après. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ça ne présage pas non plus? Est-ce que cette prise, c'est pour ça que j'ai demandé si c'est une procédure légale. Oui. Est-ce que... Ce n'est pas illégal. Est-ce que ce constat, oui, cette prise d'acte, oui, ne présage pas des complications pour les candidatures pour lesquelles il n'y aurait pas de prise d'acte? Attendons de voir, ne présumons pas. D'accord. Bon, les candidatures, bon, c'est bien. Je voyais les partisans et sympathisants du MRC jubiler beaucoup. Non, attendons le processus. En d'autres termes, le match n'est pas encore fini. En d'autres termes, est-ce que si le ministre de l'AT ne prend pas acte du dépôt de candidature d'un déclaré, si je peux le dire ainsi, oui, cela sous-entend-il que cette candidature n'est pas acceptable? Laquelle? Quelle candidature? Pour laquelle il n'aurait pas pris... La candidature du président Paul Biya ne souffre de rien du tout au plan légal. Et je l'ai dit depuis le départ, depuis que certains lobbies tentaient de faire pression sur sa personne pour qu'il ne soit pas candidat. Il n'y a aucune règle en droit camerounais, en droit public camerounais, en droit constitutionnel camerounais qui empêche le président Paul Biya d'être candidat. Le reste est une affaire de convenance personnelle. C'est lui qui décide s'il veut être candidat ou pas. Maintenant, des citoyens peuvent ne pas apprécier sa politique. Ils sont libres de soutenir d'autres candidats. Alors, si le ministre de l'administration territoriale ne prend pas acte, je prends un exemple de la candidature, par exemple, de Maître Akeremouna. Oui. Cette candidature, cette déclaration de candidature non, ça ne pose strictement aucun problème. C'est pas un acte strictement légal ou réglementaire. Même s'il ne le fait pas, ça ne change rien. De toute façon, le caractère valide des candidatures n'est pas apprécié par le ministre de l'administration territoriale, mais par l'organe qui est compétent en la matière. Il y a deux organes. Il y a d'abord Elections Cameroun, puis éventuellement en cas de contentieux, en cas de réclamation, de contestation, il y a le Conseil constitutionnel. N'est-ce pas également donc l'expression d'un parti pris? Pourquoi lui par les autres? Le ministre de l'administration territoriale n'est pas arbitre du match. Pourquoi si c'était par exemple Elections Cameroun qui le faisait, ça poserait vraiment... Il n'est peut-être pas arbitre, mais un acteur. Il est acteur du processus, mais il n'est pas arbitre du match. Est-ce qu'en tant qu'acteur de premier rang, ça ne donne pas l'impression d'un parti pris? Vous pouvez toujours le considérer comme ça, mais pour moi, ça n'a pas un impact significatif sur la manière dont les choses sont faites. Au-delà donc du MINAT, tous les acteurs engagés dans cette organisation, notamment étatique, avez-vous l'impression qu'ils jouent franc jeu? Vous savez, c'est toujours une critique qui va revenir, c'est-à-dire cette suspicion qui n'est même pas nécessairement fondée. C'est qui n'est pas fondée. De toute façon, ceux qui ont choisi d'être candidats ont choisi d'être candidats dans un système institutionnel qui a ses règles. Si ces acteurs sont dans le schéma institutionnel et normatif, il faut faire avec eux. D'accord. Cela dit, la candidature donc, du professeur Maurice Kamto, portée par le Manidem, pour vous, est-ce un calcul stratégique ou alors une tentative de contournement de tous les blocages qui semblaient... Moi, je pense que c'est plusieurs choses à la fois. C'est d'abord éventuellement, contournement même pourquoi? Puisqu'en réalité, la loi permet à un parti politique d'investir un candidat qui n'est pas
nécessairement issu de ce parti. Ça, la loi le permet. Le souci, en fait, est un souci de crédibilité et de sérieux politique. Nous avons là un chef politique qui a délibérément refusé d'engager ses troupes dans des compétitions électorales importantes comme les élections législatives, les élections municipales, et qui est obligé, permettez-moi l'expression, de bâcher dans un yango pour être candidat. C'est simplement de ça qu'il s'agit au départ. Ensuite, on connaît aussi les faits d'armes du Manidem. Le Manidem est une partie qui a une orientation radicale. Donc ça peut laisser entendre qu'il y a un autre agenda dans l'affaire. En même temps, c'était également pour ne pas laisser se dérouler un agenda qui semblait lui être tracé. Quand on regarde. Non, monsieur Dipita. Personne n'a obligé le MRC et son président à ne pas se présenter à des élections qui sont importantes dans la structuration du cycle politique. Personne n'a interdit au MRC en 2020 de faire acte de candidature. Cette formation et son chef ont choisi de ne pas présenter des candidats et pire, ont dénigré les partis politiques qui s'y sont présentés pour maintenant venir se raccrocher aux partis qui, eux, sont allés à la compétition. Il y a un problème clair de crédibilité politique. Alors, cette alliance redessine-t-elle le paysage politique camerounais? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle aura cette force, mais attendons de voir, peut-être que je me trompe. D'accord. C'est cousu de fil blanc. On sent qu'il y a trop de transactions là-dedans, trop de petits calculs. Ça ne repose pas sur des choses fondamentales et bien structurées. Un autre élément qui revient, c'est l'obligation, la nécessité de la démission du professeur Maurice Kamto de son parti, le MRC. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Et pourquoi? Parce que j'ai choisi de ne pas m'exprimer là-dessus. Je me contente de rire. D'accord. Peut-être pas sur la question singulièrement. Mais que dit la loi? Je veux dire, un militant... Même sous cette forme, je n'y répondrai pas. Je me contenterai encore une fois de rire, monsieur Dipita. C'est le prochain piège. Je n'en sais rien. Wait and see. Vous avez la crainte de ce que votre réponse pourrait donner des indications sur la suite? Vous êtes dans le secret? Bon, en juriste de quartier, permettez-moi d'être prudent. De ne pas parler. De ne pas parler. Ah, je vous aurais demandé pourquoi avez-vous accepté notre invitation si ce n'était que la seule question que j'avais à vous poser. Oui, mais si vous m'aviez dit ça, je vous aurais dit que je n'y répondrais pas. Je dis seulement wait and see. Alors, définitivement, cette candidature posée dans cette forme, vous l'avez dit, clôt le débat sur le mandat impératif. Mais avec un peu de recul, vous direz que ceux qui ont choisi de partir de leur identité politique précédente pour venir au MRC, notamment les élus, vous direz que ce sont les grands perdants aujourd'hui? Je ne sais pas si ce sont les grands perdants, mais ça montre qu'ils sont des instruments de calcul qui les dépassent. C'est la marque, je l'ai dit d'ailleurs dans le débat avec les collègues qui n'ont pas eu le courage d'assumer leur position dans un débat public. Je les ai vus me dénigrer de loin, mais Mathias Eriko Onangini, il est très facile à dénigrer de loin, mais il faut venir, il faut être là. Vous regrettez qu'ils ne viennent pas? Il fallait qu'ils viennent. Mais comment vous le vivez de façon... toute cette tiraille autour de vous, dans vos arguments? Non, je vous ai dit que c'était de la pure imposture. C'était de la pure imposture. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas tenir la position. Et je l'ai dit encore il y a 3 jours, que je défie, en quelque sorte, je le dis d'une autre manière, que je défie le professeur Maurice Kamto de se présenter comme candidat du MRC. D'accord. Vous avez vu qu'il n'a pas eu le courage, alors qu'il prétendait le contraire. Et ça, c'est un manque de sérieux. Fondamentalement, c'était plus facile de rester tranquille, de préparer son dispositif tactique et stratégique, et puis de venir avec le Manidem au lieu de faire des choses qui ne sont pas sérieuses du tout, même si pour les fanatiques de son parti, ils appellent ça la stratégie. Alors, tactiquement, le choix de passer par le Manidem
pour vous, est-ce une voie sans heurts, sans obstacles, cette candidature? Qui vivra verra. Mais vous connaissez la loi. Je dis donc qui vivra verra, parce que je vois des gens très enthousiastes qui pensent que ça va, ça peut encore nous réserver des surprises. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça peut encore réserver des surprises. Il y a encore des obstacles? Oui, il y a encore des obstacles. Légaux? Il y a encore des Quels obstacles. sont-ils? J'ai dit que je ne vous le dirai pas. Parce que j'ai choisi en tant que juriste de ce n'est pas la même question, ne plus parler. C'est la même question, monsieur Dipita. Vous voulez? Je pratique les médias depuis une cinquantaine d'années. Ma première interview, c'était en 69. J'avais 10 ans. Vous voulez que les acteurs de la campagne de Maurice Kamto vous prennent comme consultant pour leur montrer les pièges à esquiver? Dans ce cas-là, je n'accepterai même pas d'être consultant. Ah, vous voulez qu'ils se cassent la gueule? S'ils peuvent se casser la gueule, ça ne me dérangerait pas. S'ils passent, tant mieux pour eux. Oh là là. Bon, cela dit, pour vous, cette démarche traduit-elle une faiblesse du système électoral dans son ensemble? Je veux dire que cette façon, selon vous, de contourner une première procédure, de se retrouver dans une deuxième... Non, il n'y a aucune faiblesse du système. Au contraire, c'est un système qui a été rationalisé en 2012 pour essayer justement de renforcer sa crédibilité. L'exigence de représentativité qu'il y a dans les articles 120 et suivants, c'était justement pour faire que puissent être candidats des personnalités représentatives pour que n'importe qui ne se présente pas à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. Certes, nous sommes tous citoyens, mais il y a un ensemble d'exigences qu'il faut quand même pouvoir rassembler pour avoir des candidats sérieux qui peuvent prétendre assumer ces hautes charges. Le code électoral en lui-même ne pose pas problème sur ce plan. Le problème, c'est le comportement du chef politique du MRC qui a sacrifié son appareil par égocentrisme. Peut-on dire que c'est une adaptation réaliste donc? Oui, vous le dites gentiment. Vous le direz comment? Ce que vous appelez adaptation réaliste. Vous le direz comment? Moi, je le dirais d'une autre manière. Ce serait laquelle? Je dirais que la queue entre les jambes, après avoir fait des rodomontades sur la nullité du mandat impératif, on revient à la solution que nous nous avions donnée dès le départ. C'est pas trop fort? Ce n'est pas fort du tout, c'est la vérité. Alors, est-ce que cette problématique juridique autour vraiment de ces élections ne sont pas autant d'éléments qui découragent les électeurs à se mobiliser? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas le droit en lui-même qui est en cause dans cette affaire. Je vous ai dit que depuis le départ, c'est de la pure imposture. Ou des gens mobilisant de manière particulièrement abusive leur identité d'universitaire ont conduit des intérêts strictement politiques. Ils peuvent le faire, mais au moins qu'ils soient capables de mettre en cohérence ces intérêts politiques avec le contenu du droit. Or là, ce n'était même pas le cas. Ce n'était pas le cas, c'est de la pure imposture. C'est pour ça que j'ai parlé de femmelage juridique ou d'ivou juridique, de sorcellerie juridique. Alors l'autre question qui peut... Donc c'est de l'instrumentalisation au sens polémique du terme du droit. Mais pour des finalités qui finalement ne relèvent même pas de l'ordre de l'efficacité, puisqu'ils ont dû battre en retraite. L'autre question qui peut inspirer cette analyse, c'est de se demander qu'est-ce qui peut justifier autant de mobilisation d'arguments. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a une dizaine de candidats déjà déclarés qui ont déposé tout au moins leur déclaration de candidature. Qu'est-ce qui peut expliquer, justifier toute cette mobilisation d'arguments contre un seul candidat? Non. Dans la dizaine, dans la trentaine d'hommes politiques? Non. Il ne faut pas créer un faux héroïsme. Parce que ça fait partie justement de leur démarche politique. Ils sont dans le messianisme, à commencer par le professeur Maurice Kamto lui-même, qui se prend... Mais vous comptez un peu le nombre d'épithètes que vous...
Je suis libre de dire ma pensée, non, monsieur Dipita Tongo. Vous voulez m'empêcher de dire ce que je pense? Vous êtes là pour parler. Je le dis, mais ce que je dis est vrai. Et je ne le dis pas comme ça, c'est quelqu'un que j'observe. Et donc vous disiez que ce n'est pas... Je dis, c'est lui-même qui a créé ce problème. Le MRC serait parti aux législatives, aux municipales. Personne ne doute que cette formation politique aurait eu des représentants. Alors, et il n'y aurait eu aucun problème. Pourquoi ce problème ne s'est pas posé en 2018 Parce que le MRC avait des représentants. Ils avaient des conseillers municipaux et ils avaient un député, Soplaza, à paix à son âme. C'est pour ça que ce problème ne s'est pas posé. C'est le président du MRC qui a créé ce problème. Et on ne peut pas accuser les autres de dire qu'on s'acharne contre un candidat. Alors il a créé ce problème et tout le monde, les médias, les intellectuels, tout le monde... C'est lui qui crée le problème. Ensuite, pour se sortir du problème, il se lance dans des campagnes d'intoxication, de désinformation, de manipulation. Ses sympathisants et partisans disent que c'est lui qui indique la météo du politique du pays. Vous alliez là-dessus. Ils peuvent fantasmer. La vraie météo du pays sur le plan politique est indiquée par les résultats de représentation aux différentes épreuves électorales. C'est pour ça que c'est du pur délire d'entendre des gens dire qu'un parti politique dans un système compétitif est le plus grand parti d'opposition alors qu'il n'a aucun représentant. Mais s'il était dans le plus grand parti et sûr de son affaire, il serait allé aux élections. Et on l'aurait vu devant tous les partis, quitte à ce qu'il soit même le parti majoritaire. C'est une forme de bluff. Alors, bon, cette question elle me brûle. Vous dites que vous ne voulez vraiment pas parler de cette forme de candidature. Je dirais simplement, de manière imagée, que le syndrome Toko Ekambi les guette. C'est quoi le syndrome Toko Ekambi? Le syndrome Toko Ekambi, c'est un but dans les arrêts de jeu. Ok. Au Cameroun, Algérie. Bien sûr, Blida. Bon, j'essaye d'intégrer un peu pour décrypter votre image. Un but dans les arrêts de jeu. Là, le délai de déclaration, c'est le 21. Oui. Ensuite, on va au 11 août pour la publication des résultats. Oui. Pour vous, quelle étape correspond aux arrêts de jeu? Mais nous allons voir. Le 11 août. Nous verrons. Il y aura le... Vous voyez, vous prévoyez un contentieux préélectoral là? Oui, mais le contentieux a été prévu à toutes les étapes du processus. Donc il y aura des candidatures qu'on va... Il est évident qu'il y aura des candidatures qu'on va rejeter. Les dossiers, il y a des candidatures qui semblent apparemment véritablement fantaisistes. Je ne dis pas que celle du professeur Kamtolé, puisque de toute façon, elle n'est même pas encore disponible, même si elle est annoncée pour demain. Alors, certaines candidatures vont être rejetées. Probablement. Celle de Maurice Kamto. Surtout s'il y en a trop. Celle de Maurice Kamto sera-t-elle retenue? Je ne suis pas Elekam. Alors, pour continuer, il y a quand même eu cette prorogation des élections locales par le président de la République en 2026. C'est prévu par le code électoral. C'est clair. Oui. Et l'autre est prévu par la Constitution. Aussi clair. Après l'article 15 alinéa 3, il y a l'article 15 alinéa 4. Donc vous dites que c'est ce jeu des règles du jeu pour mieux assommer son adversaire. Vous savez, justement, moi j'ai travaillé sur la question des liens entre droit et politique. Oui, il y a toujours une forme d'usage du droit. Mais l'usage du droit n'est pas nécessairement un usage abusif. L'usage abusif, c'est quand la finalité politique ne répond manifestement pas au contenu du droit. Ça veut dire que vous prenez l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, vous venez le connecter avec l'article 121, alors ça n'a rien à voir. C'est ça l'usage abusif du droit. Par contre, l'usage du droit peut être fait. Le fait, par exemple, d'aller choisir la solution du parti Yango, c'est un usage du droit. Et c'est un usage qui
qui est en lien avec le contenu de ce droit. Ça veut dire que les dispositions du code électoral permettent effectivement qu'un candidat soit investi par un parti politique dont il n'est pas membre. Le président de la République a-t-il fait usage du droit dans ce contexte? Il a fait un usage du droit, mais un usage en toute conformité, d'abord par rapport au statut de son parti, qui disent bien, on l'a dit tout à l'heure, article 27 alinéa 3, le président national du RDPC est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. C'est dans les dispositions statutaires. N'a-t-il pas pris avantage du fait de sa position dominante? Chef de l'État, candidat, face à ses adversaires, il regarde ce que le droit pourrait lui permettre de faire, et de par sa position, il ajuste, il prend des décisions pour mettre mal à l'aise ses adversaires politiques. Vous pouvez interpréter ça comme ça, mais dans un sens qui m'apparaît polémique. De toute façon, monsieur Lipita Tongo, ce que le sulfureux juriste Carl Schmitt disait, ce n'est pas parce qu'il était sulfureux que ce qu'il disait n'était pas vrai. Il y a la prime politique de l'occupation du pouvoir. Donc l'occupant du pouvoir a une prime politique associée au fait qu'il est au pouvoir. Donc le président, mais ça ne suffit pas. Le président profite de son poste pour envoyer des coups en dessous de la ceinture. Je dis dans tous les systèmes politiques, il y a une prime politique d'occupation du pouvoir, mais maintenant ça ne suffit pas. Si vous vous contentez de ça, vous ne faites pas le travail politique qui est nécessaire, vous vous prêtez à des déconvenues. Est-ce que ce n'est pas non plus un coup en dessous de la ceinture? Non, pas du tout. Est-ce que ce n'est pas un anti-jeu? Quel est l'anti-jeu dans quoi? Est-ce que ce n'est pas un anti-jeu politique? Dans quoi? L'anti-jeu, c'est quoi? Est-ce que ça ne résume pas? Monsieur Dipita, l'anti-jeu là, c'est quoi? Justement, mais profiter de sa position. Non! Prendre des décrets. Je dis la prendre des décrets qui mettraient mal à l'aise ses adversaires. Est-ce que ce n'est pas dans les textes? Tout comme. Est-ce que ce n'est pas dans les textes? Est-ce que ces textes ont été utilisés à mauvais escient? Tout comme le fait que beaucoup d'acteurs politiques ne réussissent pas à organiser des réunions, des manifestations, comment je vais dire ça, activités politiques, du fait que c'est peut-être... Monsieur Dipita, certes, il y a des choses à améliorer sur ce terrain, mais pourriez-vous dire que les formations d'opposition n'ont pas souvent obtenu la possibilité d'organiser des activités en termes de réunions et de manifestations, au sens absolu du terme? Alors, de ce point de vue, est-ce que les candidats, face à l'administration dans sa globalité, face au candidat président, doivent être sereins, dormir sur leurs deux oreillers et se dire que le mécanisme électoral tel qu'il est conçu, tel qu'il est, va permettre que l'expression des près de 10 millions de Camerounais qui se sont inscrits sera celle qui sera dite par le président du Conseil constitutionnel au soir de la publication des résultats. J'ose croire pour eux. Sinon, ce serait irrationnel qu'ils prennent part au jeu électoral. On peut aussi aller au jeu électoral en se disant que... Qu'on va forcer et créer le désordre, c'est ça? Non, pas forcément. Que la mobilisation des Camerounais permettra d'affaiblir... Non, mais qu'ils comptent donc, qu'ils essaient donc d'obtenir la mobilisation des Camerounais en leur faveur. Alors, maintenant, quand on regarde les acteurs, de l'ECAM jusqu'au Conseil constitutionnel, jusqu'à, comment on appelle ça, au contentieux post-électoral, l'un des reproches qu'on fait au système, c'est d'avoir mis ces anciens militants, je suis un peu gentil, parce qu'en réalité, ceux de l'opposition estiment qu'ils sont toujours militants, dans les organes décisifs du processus électoral. C'est quoi être militant? Appartenir à un parti politique, avoir sa carte, contribuer à... Mais une fois qu'ils sont dans ces institutions, est-il établi qu'ils continuent à contribuer, à avoir la carte, à faire de la politique active? Prenons même le cas où ils aient véritablement... Ce sont des conditions formelles. D'accord. Ce sont des conditions formelles. Et puis en plus, certainement que d'un point de vue sociologique, il y a beaucoup de personnalités qui sont ici, soit du RDPC, soit de l'administration, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des gens qui ont été
qui appartiennent à des milieux d'opposition, peut-être moins nombreux, mais ils y sont aussi. Ce sont les règles qui sont posées. Alors, ces règles-là sont les règles du jeu. Ancien militant devenu membre de ces instances-là, est-ce qu'on peut totalement, et puis regarder les antécédents, hein, je veux dire. Lesquels? 92, l'opposition qui allait au contentieux, ça n'a pas abouti. 97, 2004, 2011, et certainement l'un des plus parlants, 2018, avec le célèbre irrecevable. Est-ce qu'on peut se dire que, même si les résultats des urnes, exprimés par la majorité des électeurs, donnent un candidat de l'opposition gagnant, les acteurs qui devront ne sont